Pékin 2007. Les autorités militaires frappent à la porte du professeur Wang Miao, éminent chercheur en nanotechnologie. La raison ? La communauté scientifique internationale est frappée par une vague de suicides inexpliqués. Les victimes laissent derrière elles le même message aussi énigmatique qu'inquiétant. La physique n'existe pas. Quelque chose, une découverte sidérante, semble avoir ébranlé leurs certitudes les plus fondamentales, fracturé les plus brillants esprits scientifiques. Mais qu'ont-ils découvert de si bouleversant pour en perdre la raison ? Un point commun semble unir les victimes. Leur lien avec une mystérieuse organisation secrète appelée les Frontières de la Science. Que s'est-il passé au sein de cette organisation opaque ? Et plus étrange encore, pourquoi l'armée s'y intéresse-t-elle également ? C'est là le point de départ de l'enquête dans laquelle Wang Miao est entraîné malgré lui. Pour découvrir la vérité, il infiltre cette organisation mystérieuse, il se retrouve face à une expérience des plus déconcertantes. Un jeu de réalité virtuelle où il doit naviguer dans un monde qui défie toute logique terrestre. Ce monde, habité par une civilisation qui lutte pour survivre, entre d'un côté, des ères de chaos durant lesquelles le soleil se lève et se couche de manière imprévisible, et de l'autre côté, des ères de stabilité cachent des secrets profonds. Les joueurs doivent comprendre les lois scientifiques de cet univers pour prédire les rares périodes régulières propices à la survie et au progrès. Mais alors, pourquoi investir autant de ressources dans un jeu qui n'a aucun objectif commercial ? Sous cette apparente simulation, le jeu semble conçu pour autre chose qu'un simple divertissement. À travers ce monde, étrangement familier et pourtant déroutant, les joueurs sont amenés à développer une empathie sincère pour les habitants, pris dans l'étau des aires chaotiques et des aires régulières. Mais dans quel but ? Quel message cherche-t-on à leur transmettre et surtout, dans quel intérêt ? Cette histoire que je viens de vous raconter, c'est l'intrigue d'un roman intitulé « Le problème à trois corps » de l'auteur chinois Liu Cixin. C'est une œuvre de hard science-fiction sortie en 2008. La hard science-fiction, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est un sous-genre de la science-fiction qui privilégie des récits fondés sur des concepts scientifiques assez rigoureux et plutôt réalistes. En fait, ça va être basé sur des connaissances scientifiques ou des théories qui sont actuelles et qui existent vraiment. Évidemment, ça va être une extrapolation, mais qui cherche à rester plausible dans la mesure du possible. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes passionné de littérature et que vous cherchez des livres allant des classiques jusqu'à ceux qui sortent un peu plus des sentiers battus, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Sacha et j'ai créé cet espace pour partager mes découvertes littéraires, mes analyses et surtout pour discuter des œuvres qui méritent, selon moi, d'être davantage abordées sur YouTube ou BookTok. Le roman dont je vais vous parler aujourd'hui est le premier tome de la trilogie du problème à trois corps qui se poursuit avec La forêt sombre et La mort immortelle. Il a été récompensé par le prix Hugo du meilleur roman en 2015. Liu Cixin est né en 1963 dans la province du Shaanxi en Chine. C'est l'écrivain de science-fiction le plus célèbre de son pays, notamment depuis la sortie de 2 adaptations de son roman. La première en 2023 par Tencent, donc en langue chinoise, et la deuxième en 2024 par Netflix. Liu Cixin a étudié à l'Université de Chine du Nord en conservation de l'eau et énergie électrique. Puis, il a travaillé comme ingénieur dans une centrale électrique. Ce n'est pas sans importance, parce que ça montre qu'il a un vrai bagage scientifique, et ça explique aussi l'attention toute particulière qu'il porte à la science dans son roman. Le problème à trois corps a été traduit en français par Gwenaëlle Gafrique en 2016 aux éditions Actes Sud. J'ai la chance d'avoir cette édition collector et elle est absolument magnifique. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce roman et cette partie est garantie sans spoiler. Alors avant tout, je pense que le problème à trois corps, c'est un excellent point d'entrée dans la science-fiction pour les novices. Paradoxalement, c'est vrai que c'est une œuvre qui est extrêmement complexe et j'ai été surprise de son succès. L'intrigue du roman s'appuie sur des concepts scientifiques difficiles qui ne sont pas toujours aisés à appréhender. Et c'est vrai que je n'aurais peut-être pas parié sur une telle réussite auprès du grand public. Mais pourtant, l'œuvre de Liu Cixin a su captiver bien au-delà du cercle des passionnés de science-fiction. Je crois que son succès repose sur une écriture particulièrement soignée et sur un impressionnant travail de traduction qui a été réalisé par Gwenaëlle Gafrique. Parce qu'en fait,
Malgré la complexité des thèmes abordés, la lecture reste fluide, agréable et même véritablement addictive. J'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur, qui est capable de rendre digeste un scénario pourtant très complexe. Grâce au talent d'écriture de l'auteur, même après avoir visionné les différentes adaptations télévisées de ce roman, je l'ai littéralement dévoré d'une traite. L'histoire est prenante, le suspense autour du suicide des scientifiques est super bien mené, on se laisse emporter par le désir irrésistible de tourner les pages et de découvrir ce qui a bien pu faire vaciller toutes les certitudes scientifiques. L'intégration du jeu vidéo dans l'intrigue est très bien pensée et ajoute une dimension vraiment originale à l'œuvre. Cela permet aussi de traiter de grands enjeux comme la manipulation de masse et la manière dont ce que nous consommons, même pour le divertissement, n'est jamais vide de toute idéologie. Le premier thème que je retiens à la lecture du problème à trois corps, c'est celui de la nature profonde de l'humanité. Ce roman, ce n'est pas juste une aventure de science-fiction, mais c'est aussi une œuvre qui nous pousse à nous questionner sur la nature profonde de notre espèce. Au vu des crimes qu'elle commet quotidiennement contre les autres espèces, animales ou végétales, au vu des crimes qu'elle commet quotidiennement contre elle-même, mérite-t-elle de vivre? Mérite-t-elle de rester maîtresse de sa destinée alors qu'elle n'a fait que faillir jusqu'à présent? Ces questionnements sont abordés notamment à travers le point de vue du personnage de Ye Wenji. Ye Wenji, c'est une astrophysicienne qui a vu son père mourir, assassiné durant la révolution culturelle, pour n'avoir pas renoncé à supporter certaines théories scientifiques qui étaient à l'époque considérées comme impérialistes, anticommunistes. À ce moment-là, Ye Wenji se dit que l'humanité est mauvaise parce qu'elle a donné naissance au communisme qui a eu des répercussions désastreuses sur la vie de milliers de personnes. Un jour, elle lit un livre intitulé « Le printemps silencieux » de Rachel Carson. C'est un livre qui existe vraiment et qui aborde les effets dévastateurs des pesticides sur l'environnement et en particulier sur les oiseaux. En prenant conscience que ce qu'elle avait toujours considéré comme normal et justifié, c'est-à-dire l'utilisation des pesticides pour l'agriculture, quand elle a pris conscience que ça s'avérait en réalité extrêmement destructeur, elle traverse une profonde crise existentielle. Je vais vous citer un extrait du livre qui n'est pas un spoiler. Elle avait jadis démasqué le mal profond de la révolution culturelle que la plupart de ses contemporains trouvaient juste et glorieuse. Comme Rachel Carson avait démasqué celui de l'usage des pesticides que Wenji trouvait normal et légitime. Il était bien possible que toutes les actions humaines soient mauvaises par nature et que différentes personnes puissent démasquer différentes formes de mal. L'humanité ne saurait jamais atteindre une véritable conscience morale, de la même manière que l'homme ne pouvait s'élever du sol en tirant sur ses propres cheveux. Pour réussir, il fallait l'aide d'une force extérieure à l'homme. Ye Wenji devient ainsi le symbole du regard critique sur la nature humaine, nous incitant à interroger nos propres valeurs, à nous demander si le bien et le mal sont inhérents à notre espèce. En parallèle, d'autres personnages révèlent la beauté et la valeur précieuse de l'humanité. Je vais vous lire à nouveau une citation sans contexte pour ne pas spoiler. L'humanité est une fleur fragile, mais elle est d'une splendeur sans égale. Dans la tranquillité de son paradis, elle sent le parfum de la liberté et de la beauté. Le deuxième grand thème qui, selon moi, mérite une attention particulière dans ce roman, c'est la quête de l'homme providentiel. Le récit nous pousse à réfléchir à notre propension à chercher une figure extérieure sur laquelle on pourrait se reposer, quelqu'un pour nous guider, quelqu'un pour décider à notre place. Cette recherche d'un sauveur, ça trahit une profonde vulnérabilité, un besoin viscéral de repère face à l'incertitude et un malaise face à la responsabilité de maîtriser notre propre destin. À partir de là, je vais révéler quelques éléments de l'intrigue, donc je vous conseille de sauter directement au chapitre suivant si vous souhaitez éviter les spoilers et continuer l'analyse. Encore une fois, c'est à travers le personnage de Ye Wenji que cette soif de l'homme providentiel s'illustre de la manière la plus marquante. Ayant perdu toute foi en l'humanité et convaincue de notre incompétence à maîtriser notre propre avenir, elle va aller jusqu'à confier le pouvoir de vie et de mort sur l'humanité à une espèce extraterrestre qu'elle n'a jamais vue et dont elle ignore tout
y compris les intentions profondes. Alors qu'elle reçoit un message extraterrestre, l'exhortant à ne pas répondre, auquel cas sa planète sera localisée et envahie, Ye Wenji va répondre que sa civilisation est incapable de surmonter ses propres problèmes, qu'elle a besoin de leur intervention et qu'elle les aidera même à envahir la Terre. Le problème à trois corps est avant tout une ode magistrale à la science, thème qui tient une place centrale dans l'œuvre de Liu Cixin. D'après plusieurs de ses interviews, l'auteur apparaît comme un optimiste convaincu, persuadé que plus nous progressons dans la recherche scientifique, plus nous affinons notre compréhension de l'univers et plus nous avons le pouvoir de transformer le monde pour le meilleur. Pour lui, la science est le socle de l'identité d'une civilisation, un pilier indispensable à sa survie. C'est pourquoi, lorsque la civilisation extraterrestre des Trisolariens décide de détruire l'humanité, c'est d'abord à la recherche scientifique fondamentale qu'elle s'attaque. Dans ce récit, la science est non seulement le fondement de la civilisation humaine, mais aussi l'espoir ultime de se défendre sur un pied d'égalité. Pour les Trisolariens, bien plus avancés technologiquement et maîtrisant des dimensions inconnues des terriens, l'humanité n'est qu'une simple vermine qu'elle peut se permettre d'écraser. Cette dernière n'a pour seule issue que d'accélérer frénétiquement sa compréhension du monde avant l'arrivée imminente de ses conquérants. Pour s'assurer de leur victoire, les Trisolariens tentent de semer le désespoir en sabotant la recherche scientifique fondamentale et en instillant la méfiance envers le progrès et la technologie. Ils savent que fragiliser la foi de l'humanité en la science, c'est s'assurer un contrôle plus aisé et préparer sa chute. Liu Cixin nous transmet ainsi un message puissant. La science est ce qui nous rend libres, nous permet de maîtriser notre choix, notre destin et de défendre notre survie. Si vous avez regardé jusqu'au bout de cette vidéo, un grand merci. C'était la première de la chaîne et j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à donner des actes d'amélioration dans les commentaires si vous en avez. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.